Je vous remercie pour votre invitation et comme j'ai dit, c'est un réel plaisir d'être avec vous et ça réchauffe le cœur et ça nous motive encore plus de voir l'implication de nos confrères généralistes et médecins de famille, parce que je tiens à ça aussi, impliqués dans la formation médicale continue. Je vous remercie aussi de choisir ce sujet qui est très important, très intéressant pour sa fréquence, pour sa complexité et parce que il est quand même intéressant de savoir déblayer le terrain devant une telle pathologie. Alors, juste pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi la présidente de la Ligue des dermatologues parlant langue française, donc depuis le Québec jusqu'au Perrier d'Afrique francophone, et je suis membre d'honneur de la Société française de dermatologie. C'est un titre qui me tient à cœur parce que c'est une reconnaissance de toute la médecine marocaine et non pas rien que pour nous. Donc, Erythème noueux, si vous permettez, on va faire un petit pré-test rapidement. Vous allez répondre vous-même aux questions, juste pour voir où est-ce que vous vous situez. J'ai l'habitude de faire ça, normalement j'imprime et on remplit, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, on va faire ensemble. Donc si je vous demande par exemple comment se manifeste cliniquement l'érythème noueux, est-ce que par des plaques érythématosquameuses, des vésicules et des bulles, des papules, des nouures? Est-ce que c'est prurigineux? Non. Est-ce qu'il y a des sensations de brûlure et de cuisson? Non. Est-ce que c'est douloureux? Oui. Parfait. Voilà. Donc effectivement, nouure douloureuse. Alors, le siège de prédilection. Le visage, voilà, j'ai triché, c'est déjà écrit. Donc effectivement, l'érythème noueux dans sa forme typique, on va le voir tout à l'heure, c'est les phases d'extension des jambes essentiellement, mais on peut voir que de temps en temps, on peut avoir d'autres localisations. Alors, quelles causes? Parmi ces causes, quelles sont les étiologies que peut avoir un érythème noueux? Un pemphigus, c'est-à-dire la dermatose bulleuse auto-immune? L'eczéma? Hépatite virale? Chronique peut-être? Non? Non. On va voir. Lupus? Oui. Sarcoïdose? Oui. Streptocoque? Hémopathie? Non? Oui? Quelqu'un a dit oui? Oui ou non? Si. La majorité a dit non. La tuberculose? Oui. Médicaments? Oui. Œstrogestatif, pilule contraceptive? Pas tout. La maladie de V7? Oui. Oui, il y a Aglila qui a dit. Les Mickey? Oui. La maladie des Crohn. Crohn et RCH? Ça peut être une cause? Parasitose intestinale? Non. VIH? Oui. Bien. Mais c'est cette plaque qui nous a incité, personnellement, c'est À choisir moi qui ai proposé au niveau du bureau ce sujet, parce qu'il a plusieurs... Absolument. Et on a la c'est pour tendance ça de que je traiter fais- pour streptocoque. Et c'est pour ça que je vous fais ce pré-test. Non. Parce que vous vous posez vous-même les questions. Voilà. D'accord? Et moi, j'essaie de vous aider à y répondre. C'est ça un atelier. Ce n'est pas une conférence magistrale, c'est un atelier interactif. Et on commence toujours par s'auto-évaluer, c'est-à-dire quels sont mes renseignements pour les compléter et corriger ce qu'il y a corrigé. Donc vous avez dit ce que vous avez dit, et voilà ce qu'il faut retenir. C'est que l'hépatite virale, oui, ça peut être une cause. Chronique. L'hépatite, tout ça. Toutes les hépatites, même virales, même aiguës. La sarcoïdose, bien sûr. Le lupus, non. Non. On va voir pourquoi. Le streptocoque, bien entendu. Les hémopathies, oui. La tuberculose, oui. Les médicaments. Les œstroprogestatifs, oui, chez la femme. La maladie de B7, les Mickey, les parasitoses intestinales et même le VIH. Mais on va voir que durant ce topo, on va défiler les étiologies par ordre de fréquence dans notre contexte épidémiologique. Si vous prenez un livre français, l'ordre va être inversé. Mais moi, j'ai fait un cours marocain. Quelle est l'épidémiologie, la fréquence des pathologies chez nous? Donc retenez bien ça. Alors, l'érythème noueux, d'autres questions. Est-ce qu'il peut être idiopathique? C'est-à-dire sans aucune étiologie? Oui, très bien, on va voir. Oui, tout à fait. À peu près 20%, c'est-à-dire le 1/5 des cas, 1 sur 5, on n'a pas trouvé d'étiologie. La biopsie est-elle obligatoire pour le diagnostic? Non. Est-ce qu'il guérit spontanément ou il faut un traitement? Non. Ça dépend. Streptocoque, c'est il peut guérir spontanément. Il peut guérir spontanément, quelle que soit l'étiologie, c'est ce que vous Non, dites. pas quelle que soit l'étiologie. Dommage. Si on avait dit peut guérir, oui. D'accord. Bon. Alors, est-ce que le traitement est basé sur la corticothérapie? Non, Très bien. pas.
Est-ce que Moi, je il dis, est moi je dis oui. Ça, non. basé sur Non, c'est vraiment non, mais faux. je- Non, je c'est vois pas là, le je traitement vois de là. forme. Il s'agit d'une Parce tuberculose. que, écoutez bien les deux, c'est basé sur. Ah, Non, d'accord. non. Là, S'améliore par l'orthostatisme? Non. Au contraire. au contraire. Contraire. Est-ce qu'il s'accompagne d'un œdème du visage? Non. Non. Est-ce qu'il s'accompagne d'arthralgie? Oui. Dans certains cas. Voilà. Donc, c'était un petit prétexte pour un petit peu voir où est-ce que vous en êtes. Je n'ai pas voulu alourdir parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, mais on va le voir au fur et à mesure. Donc, idiopathique 15 à 20%, oui. Biopsie, non. Pas obligatoirement. Guérit spontanément dans tous les cas, quelle que soit l'étiologie. Après, il faudra traiter l'étiologie, même s'il est streptococcique. Son traitement est basé sur la corticothérapie, on a dit que non. S'améliore, non. Il s'aggrave par l'orthostatisme et s'améliore par le repos strict. Il ne s'accompagne pas d'œdème du visage puisqu'il n'y a pas de raison, les lésions sont loin. Et il s'accompagne d'arthralgie puisqu'on est au niveau des jambes inférieures, des membres inférieurs, donc genoux et chevilles, bien entendu. Bien, on va récapituler, on va voir tout point par point. Alors il est défini comme une hypodermite nodulaire inflammatoire aiguë, décrite depuis le XVIIIe siècle par William. Chaque mot a son importance. Hypodermite, c'est-à-dire l'essentiel histologique se passe dans l'hypoderme. L'inflammation. Nodulaire, on a vu que c'était des nouures. Inflammatoire, qui dit inflammatoire dit rouge, sensible, indouloureux, érythémateux, etc. Aigu, donc apparition brutale. Et histologiquement, il est défini par une hypodermite qui septale, on va voir où c'est, sans vascularité. Et c'est une définition qui est très importante parce qu'elle va pouvoir faire le distinguo avec toutes les autres entités hypodermiques. Alors c'est la forme la plus fréquente des hypodermites nodulaires aiguës, c'est l'apanage de la femme, 5 femmes pour un homme en général, jeune, 25-40 ans, et elle a des caractéristiques qui permettent de reconnaître l'entité. Qu'est-ce que c'est? D'abord l'apparition brutale de nouures douloureuses, principalement localisées sur les jambes, on va voir les lésions, son évolution stéréotypée, quelle que soit l'étiologie, qui ne montre pas que l'étiologie, c'est toujours la même évolution. C'est l'évolution contusiforme des lésions, c'est-à-dire selon les couleurs de la bilygénie. On va voir le détail, vous savez ce que c'est, les couleurs de la bilygénie, contusiforme. Les étiologies sont vraiment multiples et tout ce que je vais vous dire ne va pas être exhaustif, mais il faut obligatoirement chercher les étiologies les plus fréquentes dans notre contexte, à savoir l'origine post-streptococcique, parce que ce n'est pas une infection, c'est réactionnel. Donc c'est post-streptococcique. On ne va jamais trouver du germe dans l'infection. La sarcoïdose, la tuberculose et la maladie de Besset, puisqu'on est dans le bassin méditerranéen. Mais nous allons voir que la liste est longue et non exhaustive. Et bien entendu, comme j'ai dit au préalable, 25%, on va dire environ 20% des érythèmes restent sans étiologie malgré un bilan répété exhaustif. Et on appelle ça des érythèmes idiopathiques. Est-ce que la symétrie n'est pas obligatoire? J'arrive. Ah, On arrive. pardon. Là, on est en train de voir les détails. D'accord. Alors, un petit rappel anatomo-clinique, juste pour situer un petit peu l'érythème noueux. Alors, comme j'ai dit, tout se situe au niveau de l'hypoderme. L'hypoderme, c'est la couche la plus profonde de la peau. Je vous rappelle la couche cornée et l'épiderme, le derme superficiel et moyen, et le coussinet graisseux fait par l'hypoderme, qui est fait de lobules graisseux séparés par des septa conjonctivo-élastiques, que vous voyez là. Ça, c'est le lobule graisseux, bien sûr, richement vascularisé et innervé, et il va jouer un rôle très important, comme je vais vous le dire. Donc, si on décortique tout ça, ce sont les adipocytes, ce sont les cellules graisseuses, et qui vont former des microlobules primaires, puis des microlobules secondaires, et ces microlobules secondaires, c'est-à-dire les gros, vont être séparés par des septums. Et quand on a dit tout à l'heure que c'était une hypodermite septale, c'est-à-dire que dans les lobules, il ne se passe rien, que toute l'inflammation et tout l'œdème va survenir au niveau des septums. Et quand on a des doutes diagnostiques, comme on va le voir, et quand on va réaliser une biopsie cutanée, il faut qu'on trouve cette atteinte-là. Si jamais on a une hypodermite lobulaire ou mixte, on n'est pas du tout dans l'érythème. D'accord? C'est bon? Vous m'arrêtez quand vous voulez. Une image réelle d'histologie à fort grossissement. Donc là, on voit bien la vascularisation, et tout se passe dans les septums interlobulaires. Alors le rôle du tissu adipeux, d'abord vous savez que c'est la centrale énergétique de la peau, donc un grand rôle de réservoir, c'est pour ça qu'on stocke, hein, malheureusement, c'est bien et c'est pas bien.
réservoir substantiel d'hormones stéroïdes, ce qui explique que les œstroprogestatifs peuvent être une cause. Alors, c'est le site principal de transformation des androgènes en oestrogènes. Ça explique aussi la survenue de la cellulite, qu'on craint, qu'on n'aime pas, qui est disgracieuse. D'accord? C'est cette capacité de stockage. Il va contribuer à la plasticité du tissu cutané, il va jouer le rôle d'amortisseur des chocs et un rôle de manteau thermique. Il va permettre de maintenir la thermorégulation du corps. Sur le plan pathogénique, qu'est-ce qui se passe? Alors, la pathogénie est très mal élucidée. On connaît le substratum anatomique, les étiologies, mais on ne sait pas toujours pourquoi et pourquoi chez certaines personnes. Par contre, dans certaines pathologies, dans certaines étiologies, on a des hypothèses. Par exemple, érythème noueux et sarcoïdose, il y a une corrélation entre le syndrome de Löfgren, on va le voir, et le groupe HLA-B8, qui est un haplotype qu'on retrouve aussi dans certaines formes d'érythème noueux. Donc il y a cette corrélation génétique, donc il y a une prédisposition génétique, mais le reste est mal connu. Donc pathogénie mal connue, processus cutané réactionnel, ce n'est pas une infection, ce n'est pas une hémopathie, même quand ça s'accompagne d'une hémopathie, c'est réactionnel. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que quand il y a une pathologie X, il y a une cascade de réactions immunologiques qui vont être déclenchées par de nombreux stimulus. Ça peut être des virus, ça peut être des bactéries, ça peut être des cellules tumorales qui vont entraîner une hypersensibilité médiée par les cytokines avec production d'interleukine 2 et d'interféron gamma. Et dès qu'on enclenche cette réaction immunologique et inflammatoire, les interleukines vont mobiliser les cellules de l'inflammation et hop, les infiltrats et les réactions. Et ça se traduit par ce qu'on voit au niveau histologique, au niveau de la peau. Donc cette réaction inflammatoire est limitée au septum avec des pots d'immunoglobulines et des compléments en périvasculaire, mais il n'y a jamais de vascularite en matière d'érythème noueux. Donc jamais de vascularite ou de vasculopathie ou de thrombose. Il n'y a jamais ça. Si on trouve ça cliniquement ou histologiquement, on n'est pas du tout dans l'érythème noueux, on est dans une autre entité. Et il y a certains érythèmes noueux, certains patients chez qui on va trouver des espèces circulantes dites ROI, c'est les espèces réactives d'oxygène ou tout simplement le stress oxydatif. Les cellules produites par le stress oxydatif, c'est le même mécanisme qui se produit dans le vieillissement cutané, dans les cellules tumorales, etc. Donc la peau va produire énormément de ces espèces réactives d'oxygène. Ce sont des molécules d'oxygène qui vont devenir instables. Les radicaux libres. Exactement, ce sont des radicaux libres communément dit, absolument. Donc inflammation avec un stress oxydatif tissulaire à l'origine de ça, et on n'en sait pas plus. C'est tout ce que je peux vous dire sur la pathogénie. Alors le diagnostic positif est clinique, comme vous l'avez dit, vous connaissez déjà, donc vous avez répondu à la clinique très bien. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'érythème noueux est caractérisé par une évolution en 3 phases. Il y a une phase prodromique, de symptômes qui sont atypiques, asthénie, fièvre modérée, jamais une fièvre très importante, des arthralgies, parfois des douleurs abdominales quand il y a une cause, un tableau de rhinopharyngite, une légère asthénie ou une légère altération d'état général, mais le tableau n'est jamais bruyant. C'est des malades qui restent quand même plutôt en forme. Cette phase va durer de 3 à 6 jours avant la phase d'état où il y a l'apparition de ces nouures. Donc à la phase d'état, rapidement, 1 à 2 jours, on va voir l'apparition sur la peau de nouures. Alors qu'est-ce qu'on appelle nouures? Ce sont de gros nodules qui vont dépasser les 5 cm de diamètre. Moins de 5, on appelle ça sur le plan sémiologique nodules. 1, c'est des papules, n'est-ce pas? Donc papules, nodules, là on est dans de très gros nodules et qui sont enchâssés en profondeur de la peau et on les appelle nouures, avec une extension hypodermique. Alors elles sont bilatérales, mais pas symétriques. Elles sont asymétriques en général. Ce n'est pas vraiment symétrique et c'est un élément très important à retenir pour le diagnostic positif. Est-ce qu'on peut avoir une seule jambe? On peut avoir une seule lésion. On peut avoir une seule lésion. En général, dans l'érythème noueux, les lésions ne sont jamais très, très nombreuses. Elles sont en moyenne de 3 à 6. Dans certains cas, elles sont très nombreuses. Et ça témoigne d'une maladie assez élément on peut avoir un seul élément. Peut évoquer aussi l'érythème noueux. Oui. S'il répond aux critères, s'il a une évolution contusiforme, si ça s'accompagne d'une rhinopharyngite, s'il s'accompagne
Mais il faut toujours revoir les malades. Et je vais vous dire pourquoi. Donc on a dit un petit nombre de lésions de quelques centimètres de diamètre, toujours chaudes et fermes, à la palpation, douloureuse, mobile par rapport au plan profond, ce qui est rassurant, ce n'est pas tumoral, c'est mobile, c'est pas fixe. La douleur, comme j'ai dit au départ, est exacerbée par le prostatisme et améliorée beaucoup par le repos strict au lit. C'est pour ça que des fois, même devant une étiologie banale, on récupère les femmes pour les hospitaliser, pour les sortir de leur milieu de domicile, parce qu'on sait très bien que nos femmes, quand elles n'ont pas d'aide, elles font le ménage, elles sont debout à la cuisine, etc. Et elles vont aggraver leur érythème. Donc n'hésitez pas à les mettre en décharge en les hospitalisant des fois. Voilà à quoi ça ressemble dans une forme assez sévère d'érythème noueux. Donc là, 1, 2, 3, 4, parfois ils sont très très gros. Regardez le caractère lisse, mal limité, asymétrique, un peu brillant, effectivement luisant. Mais si on palpe, on va les mobiliser par rapport au plan profond. Notez ici l'œdème de la cheville, vous voyez, l'œdème de la cheville. Et bien entendu, c'est une forme douloureuse avec des arthralgies certaines. Comme ça, non. Là, non. Là, moi, je n'évoquerai pas les récipèles. On va voir ça dans les diagnostics différentiels. Donc voilà une de mes patientes. On voit un peu le drap de l'hôpital. Ou son drap, je n'en sais rien. En tout cas, regardez, très peu de lésions. 1, 2, 3, 4 et 5. De tailles différentes, toujours mal limitées, rouge. Là, elle est déjà à la fin de la phase d'état. Alors le siège, on l'a dit, prédilection au niveau des phases d'extension des jambes, n'est-ce pas? Mais parfois, dans les formes sévères, on peut avoir des lésions au niveau des cuisses et de l'avant-bras. Les genoux sont toujours aussi sièges de ces lésions-là. On retrouve toutes les caractéristiques dont je viens de parler à l'instant, n'est-ce pas? Ça ne dépasse jamais les genoux. Si, alors des fois on peut avoir les cuisses et les avant-bras, et c'est ces formes-là qui posent des problèmes de diagnostic différentiel avec d'autres maladies, comme on va le voir. C'est quand c'est atypique que le problème du diagnostic différentiel va se poser. Quand c'est typique, c'est clinique, on regarde, on palpe, dans le contexte, et l'interrogatoire qui va montrer l'évolution en 3 phases avec des prodromes, on est dans un érythème noueux, surtout si c'est une femme jeune. Asthénie, fièvre, œdème déclive des chevilles souvent présent comme je vous ai montré. L'évolution se fait en plusieurs poussées, et c'est un élément très important qui va expliquer qu'on peut trouver sur la même jambe des lésions d'âge différents. Une lésion récente, une lésion déjà en train d'évoluer vers la couleur verdâtre, une qui est en train de partir qui est déjà jeune, d'accord? Et c'est pour ça qu'au début, quand on a une seule lésion, il faut revoir la patiente. On peut faire le diagnostic, mais il faut la revoir, elle peut faire d'autres lésions par la suite. Ça ne reste jamais isolé. C'est en général très peu de lésions, c'est 3 à 4 lésions. Moi, je n'ai jamais vu une seule lésion. Ça peut exister, il y a des cas décrits. C'est rare, mais ça peut exister. Surtout si on a fait un diagnostic précoce et un traitement symptomatique et étiologique rapide, ça peut stopper. D'accord? Alors la durée de cette phase d'état est de 3 à 6 semaines en moyenne. De toute manière, toute l'évolution de l'érythème noueux, c'est environ maximum vers 2 mois. C'est exceptionnel que ça reste plus. Alors la troisième phase, c'est une phase de régression, et je vous ai mis en rouge spontanée. C'est-à-dire, quelle que soit l'étiologie, les malades vont souffrir, on n'a pas le droit de les laisser souffrir, bien entendu, mais si on ne fait rien, s'ils ne viennent pas consulter, ça finira quand même par partir. Quelle que soit l'étiologie. Mais c'est dommage, parce que quand on fait le diagnostic d'un érythème noueux, on va chercher une étiologie, donc un diagnostic étiologique précoce, une prise en charge rapide. Si on passe à côté, la maladie peut évoluer à bas bruit, donc c'est un signal d'alerte qui est très important quand même pour les patients, et ça serait dommage de passer à côté. Pour le post-toxique, post-tuberculose, on comprend, mais une maladie encore évolutive, à la sarcoïdose, le B7, il y a l'érythème noueux résolument, spontanément résolutif. Ah oui, ça dépend, pas dans la sarcoïdose, on va le voir. Donc il y a des spécificités étiologiques, d'accord, mais normalement, même si on ne traite pas les... Soit il va partir seul, soit avec un traitement juste symptomatique. D'accord? Mais on n'a pas le droit, on est des médecins. Il faut qu'on cherche une étiologie, qu'on la traite. Je ne vais pas penser à une hémopathie et dire, ouais, de toute façon, elle est guérie, je laisse tomber, c'est pas possible. On est d'accord. Surtout après une angine purulente, par exemple. Oui, bah, de toute façon, l'angine, il faut la traiter. Bien d'accord. Oui, mais ça paraît... Exact. Mal ou pas traité. C'est là où il faut agir.
Alors chaque nouure va évoluer en 10 jours de manière contigiforme, c'est-à-dire que c'est comme quand on se cogne contre quelque chose, c'est l'évolution équimotique. Donc elles sont rouges au départ, elles deviennent bleu violacées, puis verdâtres, puis jaunâtres, et elles vont disparaître sans séquelles. Pourquoi? C'est hypodermique. L'hypodermique, en général, plus c'est profond, plus on a des cicatrices. Parce qu'il n'y a pas de vascularité, parce qu'il n'y a pas de thrombose qui peut entraîner une ulcération ou, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que ça part tout seul. Il n'y a pas de vascularité et il n'y a pas de thrombose nécrosante qui peuvent entraîner une ulcération qui va rester ou qui va laisser des séquelles. Et on va toujours revenir vers le substratum histologique. Et à partir de là, si on a compris la définition, le reste va découler de source et on va se rappeler de tous ces éléments-là. Jamais de nécrose, jamais d'ulcération, donc pas de cicatrice. Donc voilà, j'ai mis des photos. Donc rouge violacé, bleuâtre, verdâtre, jaunâtre, vous savez tout ça. C'est ce qu'on appelle les couleurs de la bilygénie. Pourquoi? Pourquoi bilygénie? Parce que c'est la dégradation de l'hème. Exactement. C'est l'hème, pas l'hémoglobine. C'est la dégradation de l'hème qui est responsable de ces couleurs. Voilà. Alors voilà la phase régressive. L'érythème, ça monte gentiment. Après, ça devient un petit peu, bon, un peu bleuté. Un peu, ça dépend de la carnation de la peau. Attention, méfiez-vous des phototypes foncés. Parce que la symptomatologie est un peu différente. L'érythème ne va jamais être comme sur une peau claire. Donc il faut se méfier. Basé sur les doigts. Exactement. Il faut toucher et voir. Voilà, toujours. Donc la phase régressive. Alors cette photo, c'est une maladie du service. Je l'ai montrée. J'ai envie que vous voyez cette desquamation. Vous la voyez périphérique? Oui. Très bien, retenez-la bien. Parce que quand vous avez une desquamation, une collerette desquamative, pensez au streptocoque. C'est le cas de l'impétigo streptococcique, c'est le cas de l'érysipèle streptococcique. Toutes les infections à streptocoque, puisqu'il y a une production d'enzymes lytiques, de lyse, d'accord? Donc toutes les enzymes, il faut penser quand il y a une desquamation à cette étiologie-là. C'est effectivement un post-streptococcique. C'est bon pour la clinique? Facile en général, sauf dans les cas atypiques. On va voir que des fois c'est difficile. Mais, quand c'est atypique, là encore, on va avoir des diagnostics différentiels. On a cité l'érysipèle, qui peut me citer d'autres avant qu'on avance rapidement? À quoi vous penserez? Impétigo. L'allergie. L'impétigo, c'est vésiculeux. Ça n'a rien à voir. L'allergie. Quel type d'allergie? Est-ce que l'allergie va donner ça? L'allergie. Un eczéma, c'est érythémateux vésiculeux et très prurigineux. Donc ça, on est loin. Prurigo nodulaire peut-être, une forme particulière, non en général. Quel type de toxidermie? Médicament. Oui, mais est-ce qu'une toxidermie va donner des nouures? Non, pensez nouures. Qu'est-ce qui va donner des nouures? On a des plaques au niveau des jambes. Les thromboses. Les thromboses, par exemple. Il faut penser aux thromboses. C'est important. D'accord, donc on va voir. Alors les récipèles, surtout en cas de lésions uniques ou de 2-3 lésions qui ont conflué et qui vont donner un placard. Dans ce cas, ça peut prêter à confusion parce qu'il y a une petite fièvre, il y a une asthénie, c'est chaud, etc. Et donc là, on va chercher la porte d'entrée, on va chercher la limitation et on va palper. L'érysipèle n'est jamais profond. D'accord? L'érysipèle est une dermo-épidermite. Donc il est plus, on ne va pas trouver des nodules enchâssés dans le derme. Et si vous passez la main, vous allez toujours, une plaque, vous allez quand même trouver des nodules. Et c'est la confluence par l'orthostatisme qui va donner ça. D'accord? Parfois, il y a des adénopathies satellitaires. Absolument. Alors, la fièvre est plus importante. Il faut toujours chercher la notion de frisson quelques jours avant l'érysipèle. C'est toujours très, très bien limité, l'érysipèle. D'ailleurs, on peut faire dessiner les contours avec un stylo, et c'est ce qu'on fait pour voir un petit peu l'évolution et la régression. Donc là, et puis il y a toujours une porte d'entrée, un intertrigo interorteil, une plaie, une ulcération. D'accord? Non, il peut donner des bulles par œdème, des grosses bulles par œdème dans les formes sévères. L'arthrite, comme il y a des nodules qui peuvent siéger en regard de la cheville ou du genou, le site peut prêter à confusion. Donc on n'hésite pas d'examiner, de faire une radio si on a un doute. D'accord? Donc l'arthrite, oui, au niveau des articulations, peut poser problème. Les thromboses superficielles. Mais en général, les thromboses superficielles s'accompagnent souvent par une sorte de cordon, comme vous voyez sur la photo, n'est-ce pas?
il y a un cordon érythémateux le long de la saphène externe, et c'est une thrombose superficielle, ce n'est pas une phlébite. La phlébite, c'est autre chose, n'est-ce pas? Donc, et là, c'est souvent les faces latérales des jambes parce que c'est parallèle aux axes veineux. Pas la face. Et si on fait une biopsie, on va trouver un infiltrat inflammatoire périvasculaire avec une thrombose, donc ce qui n'est pas du tout le cas de l'érysipèle. Les phlébites nodulaires, surtout de la maladie de Behçet, alors il y a deux choses. Il y a l'érythème noueux qui peut accompagner la maladie de Behçet, et il y a des vascularites de la maladie de Behçet qui peuvent donner des nouures qui peuvent prêter à confusion avec l'érythème. D'accord? Et là, si on a un doute, on peut éventuellement faire une histologie qui va montrer la vascularite et la teinte veineuse caractéristique de la maladie de Behçet. Pourquoi c'est important si on a des doutes? N'est pas, oui, tout à fait. Elle n'est pas contusive. Donc ça, c'est très important. Mais des fois, au début, quand c'est encore rouge, parce que tout ça, si vous, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ce sont des diagnostics différentiels au stade de début. D'accord? Là, le problème se pose. Hein. J'ai écrit, mais je ne l'ai pas dit. Alors, à un stade évolué, il y a d'autres dermatoses qui peuvent prêter à confusion. Le syndrome de Sweet, vous savez ce que c'est? Non. C'est une dermatose neutrophilique, c'est-à-dire avec un infiltrat de polynucléaire neutrophile, qui est toujours réactionnelle. Réactionnelle, c'est-à-dire elle peut accompagner une hémopathie, des maladies internes, des connectivites, des infections, etc., etc. Mais le tableau est très, très, très bruyant. C'est une altération de l'état général bien assis, c'est une fièvre. C'est vraiment un tableau beaucoup plus bruyant que l'érythème noueux, et les lésions ne s'arrêtent pas au niveau des faces d'extension des membres inférieurs. On peut les avoir au niveau des dos des mains, au niveau des cuisses, des bras, etc. Et des fois même au niveau du visage, et on les décrit comme des nodules en dôme, pas des petites montagnes en dôme. D'accord? Et là encore, ça n'évolue pas selon les couleurs de la biligine. Donc voilà un syndrome de Sweet, regardez. Alors on ne retrouve pas tout à fait les caractéristiques, mais ça peut des fois ici, ça peut prêter à confusion avec un érythème noueux. Mais c'est le tableau très bruyant, c'est les caractéristiques, ça n'évolue pas vers les couleurs de la biligénie. Là c'était un Sweet très sévère qui avait révélé, je crois, une leucémie. Donc le Sweet peut des fois, dans ce genre de cas, prêter à confusion effectivement au stade tardif. L'érythème induré de Bazin, c'est une entité qui est controversée aujourd'hui. Elle est localisée aux faces postérieures, comme vous le voyez sur la photo. D'accord? Elle peut s'accompagner d'ulcération. D'accord? Et si jamais on a un doute, quand on fait la biopsie, c'est une atteinte à prédominance lobulaire. Il peut y avoir une atteinte septale, mais il y a une atteinte lobulaire qui élimine l'érythème noueux. L'érythème induré de Bazin, vous savez ce que c'est? Il est relié à quoi? À la tuberculose. Avant, c'était décrit dans les lésions de tuberculose. Aujourd'hui, c'est une entité un petit peu controversée. Mais quand on a ces lésions-là, on s'acharne à trouver ou pas, on recherche une tuberculose. Alors, il y a les nodules sous-cutanés des vascularites, toutes les vascularites, une périartérite noueuse, vous savez très bien que ça peut donner ça, mais en général, dans la PAN, ça siège le long d'un trajet vasculaire, les lésions sont beaucoup plus petites et beaucoup moins profondes, c'est des nodules mais moins profonds. Les lésions en tendance à l'ulcération parce que le substratum est une vascularite des artères de moyen calibre et des artérioles, donc c'est la définition même de la périartérite noueuse, n'est-ce pas? C'est une vascularite. Hein? Non, pas de régression spontanée, et même si ça guérit, il peut y avoir des ulcérations si on tarde. Oui, tout à fait. De toute manière, la PAN est une connectivité, c'est une vascularite sévère qui nécessite prise en charge, corticothérapie, voie générale ou immunosuppresseur, la recherche d'autres atteintes, etc. L'érythème noueux lépreux. Alors la lèpre, elle n'est pas du tout éradiquée dans notre contexte, pensez-y. Idéalement, il faut la détecter au stade précoce. L'appellation érythème noueux dans la lèpre est une appellation erronée, mais on continue à l'utiliser. Ce n'est pas vraiment un érythème noueux. Mais comme s'il s'agit de nodules inflammatoires, les auteurs d'avant ont l'appelé érythème noueux. Mais au fait, c'est un état réactionnel survenant fréquemment sur une lèpre lépromateuse ou une borderline lépromateuse. Les nodules sont beaucoup plus superficiels, rouges, violacés et douloureux. Et ils peuvent siéger sur n'importe quelle région du corps. Regardez ici la main.
Et bien entendu, là, la biopsie va montrer l'atteinte périnerveuse, n'est-ce pas, et l'infiltrant inflammatoire caractéristique de la lèpre. Et de toute manière, si on a ces lésions-là, c'est qu'il y a déjà une lèpre, souvent diagnostiquée et connue. Ça existe encore. Bien sûr, et les états réactionnels sont très sévères. Et ça peut aboutir à des amputations et à des séquelles désastreuses, bien sûr. Autre cause de paniculite, on dit paniculite, tout ce qui est hypodermique. On dit panicule adipeuse. Donc on dit paniculite grossièrement. Alors il y a, je ne vais pas tout détailler, mais sachez qu'on peut avoir la cytostéatonécrose avec atteinte pancréatique, qui est associée à la pancréatite aiguë. Les paniculites des maladies de système, ce sont des diagnostics différentiels et non pas des causes. C'est pour ça que j'ai éliminé le lupus du tableau, d'accord? Parce que là, en général, ce sont des vascularites. Hein. Les paniculites liées au froid, aux injections, au traumatisme, et les paniculites infectieuses qui sont rares mais qu'on peut voir. Et donc, dans certains cas, on peut avoir du mal. Des fois, dans des cas difficiles, même des dermatologues avérés et experts auraient besoin d'explorer, d'aller vers les biopsies, etc., devant certains cas atypiques. C'est bon pour les diagnostics différentiels? Oui. Alors, les sarcoïdoses hypodermiques, à ce moment-là, quand on biopsiera, ça sera un granulome, n'est-ce pas? Ça ne sera pas du tout une atteinte du septum. Les lymphomes peuvent donner de nodules, c'est normal, et d'autres embolies de cristaux de cholestérol, etc. Mais en général, c'est plus les extrémités, et puis on a le contexte, et les lésions ne sont jamais aussi profondes. Alors, quelques formes cliniques qui ne sont pas typiques, notamment l'érythème plantaire. L'érythème noueux plantaire, c'est une forme qui se voit surtout chez l'enfant, qui n'arrive pas... Alors, des enfants qui viennent avec des inflammations des pieds, qui n'arrivent pas à marcher, avec une fièvre, etc. Et on a du mal, et on passe à une infection, ou un abcès, ou quelque chose comme ça. Pensez à l'érythème noueux de l'enfant. C'est rare, mais on peut l'avoir. Alors... Donc, il y a des diagnostics différentiels un peu difficiles, mais il faut y penser quand même pour ne pas passer à côté d'une étiologie. Donc ce n'est pas 25 à 40 ans à 100%. L'atteinte chez l'enfant est très rare, donc ce sont des formes cliniques. Là, c'est pour être complète. J'aurais pu ne pas vous en parler du tout, mais comme je préfère attirer l'attention vers des choses même rares, parce que vous êtes le premier paravent du malade. Donc si vous y pensez, vous allez l'adresser très vite chez un spécialiste ou un pédiatre et on peut faire des choses rapidement. Donc, il faut, dans toute la médecine n'est pas une science exacte, on le sait. Il y a 99% de ce qu'on a dit, il y a toujours de 1% des formes atypiques, etc. Alors, la forme chronique, est-ce possible? On a dit qu'il y avait une régression spontanée dans 99,9%, mais dans certains cas, il y a des personnes qui font des formes récidivantes, surtout les femmes. Alors, elles reviennent. Deux choses. Soit on n'a pas bien cherché une étiologie, soit ils font des infections streptococciques à répétition, il faut le savoir, ou encore elles sont sous œstrop prégestatif et on n'a pas relevé. Il faut penser aux œstrop prégestatifs. D'accord? Et certaines, rarement, heureusement, peuvent garder ça pendant des années. Et à ce moment-là, on va donner des traitements au long cours, un type de colchicine, une antibioprophylaxie, etc. Une autre forme clinique de cet érythème noueux, bon, c'est rare, hein, c'est juste pour que vous la... C'est l'érythème noueux persistant ou migrant qui est une forme complètement bénigne où il ne se passe rien du tout. En général, elle va évoluer de manière spontanée et sans problème, exclusivement membre inférieur. On ne trouvera jamais des lésions ailleurs et en général une ou deux plaques. Ça s'appelle la maladie de Villanova-Pinol, juste pour que vous ayez une idée de ça. Étiologie inconnue, souvent récidivante. Et donc, c'est une forme qui est proche de l'érythème noueux tardif. Et la guérison est comme l'érythème noueux accélérée juste par le repos et un traitement symptomatique. Et on ne se casse pas la tête à chercher des étiologies, on le trouverait en général. Ben, oui, parce que c'est atypique là. Oui. Très difficile, oui. Mais il faut y penser, surtout quand tout l'examen est normal, le bilan est normal, il n'y a rien du tout, une femme adulte. Donc, juste pour rassurer, moi je vous donne aussi des formes pour rassurer le malade. Même si ça traîne, il faut reconnaître pour dire à la malade, ne vous inquiétez pas, il ne se cache rien derrière, ça va partir. Alors maintenant, on arrive à ce qui vous intéresse aussi. Enfin, tout est intéressant, parce que reconnaître, faire les diagnostics différentiels, mais faire la démarche étiologique aussi. Donc on a vu que c'était beaucoup d'étiologie avec
avec quelques étiologies qui sont les plus fréquentes, qui arrivent en tête. Et bien entendu, dans notre attitude pratique, il faut une enquête. Et cette enquête va commencer par un interrogatoire qui va chercher les antécédents d'une pathologie, d'une sarcoïdose, d'une lèpre, d'une tuberculose, d'une notion de contage, d'une infection intercurrente, d'une angine il y a quelques semaines, 2 semaines environ, d'une maladie de système, alternance diarrhée-constipation, etc., d'une prise médicamenteuse, vaccination, des voyages pour les parasitoses et tout ce qui accompagne la symptomatologie. L'examen cutané qui doit commencer par la peau pour chercher tout ce qu'on vient de dire, la palpation des ganglions qui peuvent se voir aussi bien dans la sarcoïdose, la tuberculose, les hémopathies, n'est-ce pas? Donc il faut absolument aller chercher l'examen pulmonaire, puisqu'on a vu au moins tuberculose et sarcoïdose qui peuvent toucher le poumon, la gorge, n'est-ce pas? Mais tout le corps, bien sûr, comme vous savez bien le faire, appareil par appareil, doit passer au peigne fin. Et puis, il y a un bilan initial, et c'est ça qui est très important à votre stade. Quel bilan initial à faire? Il ne s'agit pas de demander tous les examens tout azimut. La santé a un coût, les examens ont un coût, donc il faut être rationnel. Et dans cette rationalisation de prescription de bilan, il y a des priorités. Et les priorités vont être dictées par notre épidémiologie, les étiologies les plus fréquentes dont on a parlé, et par votre orientation clinique en fonction de ce que vous allez trouver à l'interrogatoire et à l'examen clinique, n'est-ce pas? Donc, le bilan biologique va trouver un syndrome inflammatoire banal, non spécifique, avec une VS accélérée, une CRP peut-être élevée, une hyperleucocytose avec neutrophilie, le fibrinogène est élevé, on peut avoir une alpha-2 globuline élevée et tout simplement des signes d'une inflammation non spécifique parce que réellement il y a une inflammation, quelle que soit l'étiologie et même quand il n'y a pas d'étiologie. Alors, le bilan étiologique initial, il ne doit pas retarder le traitement symptomatique pour soulager le malade. On ne va pas lui dire la non, il faut soulager, parce qu'on a vu que c'était douloureux, asthénique, etc. Donc on soulage et on lance nos examens. Et toujours orienté par le contexte épidémiologique et clinique, comme je viens de dire, le bilan minimal à réaliser, ce sont les ASLO avec les antistreptokinases, les antistreptodornases, l'examen bactériologique d'infrotite de gorge, si on a des antécédents ou des angines ou pharyngites à répétition, la radio de poumon de face obligatoire parce qu'elle peut montrer au moins 3 à 4 diagnostics, les tests tuberculiniques avec l'intradermo et la recherche de BK dans les crachats, une coproculture parasitologie des selles avec des sérologies de yersignose, un bilan hépatique qui, quand il est perturbé, doit nous amener à faire des sérologies des hépatites virales, mais on ne les demande pas d'emblée, sauf si vous voulez faire du dépistage. Ça, vous avez le droit, on est dans un contexte épidémique où les hépatites caninines, donc on peut même demander les sérologies d'emblée, mais en général, on attend de voir le bilan hépatique, s'il ne se passe rien, on laisse tomber. Plus ou moins, en fonction du contexte, calcémie, phosphorémie et enzyme de conversion de l'angiotensine dans le sens d'une sarcoïdose, n'est-ce pas? Mais si par exemple, j'ai un contexte clinique avec des ASLO positifs, un frottis et rien d'autre, je peux demander juste ça pour éliminer une tuberculose, je ne suis pas obligée de faire ça. Mais si je n'ai pas grand-chose à me mettre sous la dent, le bilan minimal doit inclure tout ceci. Et tous les autres bilans seront orientés et on ne va jamais les demander de manière systématique. Ça, c'est très pratique. Ça n'est pas beaucoup. Si, ben non, parce que les ASLO, on est obligé parce que l'épisode vient... Très bien. L'IDR, on est obligé, on est dans un contexte épidémique. Les parasitologies des selles, on peut avoir une parasitose intestinale sans aucune symptomatologie, vous le savez bien. On peut avoir des parasitoses sans diarrhée, sans douleur. Donc on ne peut pas passer à côté, d'autant plus que le traitement est très facile et ça peut être rentable et guérir définitivement l'érythème noueux et la maladie. Et puis, ce qui coûte cher au fait, c'est l'enzyme de conversion, n'est-ce pas? Le bilan hépatique, on ne peut ne faire que les transaminases. L'enzyme de conversion, c'est ce qu'il y a de plus cher dans ce bilan. C'est pour ça que je dis plus ou moins au début. C'est si on n'a rien là, on demande le CA et le bilan. Donc j'ai mis plus ou moins pour rationaliser le coût, parce qu'on est dans un contexte de centre de santé, de cabinet de ville, etc., où j'ai le souci, je ne suis pas au CHU, je raisonne médecin généraliste. Donc l'attitude que je vous donne, c'est chez vous. Moi au CHU, je peux me permettre à la limite de faire un peu plus. Et encore, parce que j'ai le souci du coût aussi, donc je fais au fur et à mesure.
qu'elle peut se manifester uniquement par l'érythème noir. On va voir ça, on va y arriver. On va voir les étiologies en détail. Et justement, parce que On va voir. le bilan étiologique, Tout à fait. Donc ça, c'est le bilan minimal orienté par l'épidémiologie, les étiologies les plus fréquentes chez nous. D'accord? Alors la biopsie cutanée, on a dit qu'elle n'était absolument pas systématique. Quand est-ce qu'il faut la faire? C'est quand on a un doute. La topographie, par exemple, n'est pas typique, avec des lésions membres supérieurs ou visage. Quand la sémiologie est peu inflammatoire. Quand l'évolution se fait vers des fustules, des ulcérations et des cicatrices, donc on n'est pas dans l'érythème noueux. Quand c'est un enfant ou un sujet très âgé, l'enfant parce que l'érythème noueux est très rare, le sujet âgé parce que ça peut cacher d'autres pathologies, notamment des pathologies malignes, et quand on a du purpura ou du livédo associé. Et dans tous les cas, comme j'ai mis sur le schéma, la biopsie doit être large et profonde pour arriver à l'hypoderme. Si on fait une biopsie cutanée superficielle et qu'on n'a pas l'hypoderme, la naphate ne va pas vous aider. On est bien d'accord. Donc large et profonde la naphate. La biopsie, pardon. On va trouver cette hypodermite septale avec un infiltrat neutrophilique, granulomateuse dans les stades très tardifs, mais jamais de lésion vasculaire ou lobulaire. D'accord? Et donc, l'aspect histologique en général est classique. Voilà, une coupe histologique. L'épiderme fait tahaja, le derme intact. On arrive à l'hypoderme et regardez les septums infiltrés. D'accord? Donc ça commence, l'infiltrat commence dans l'hypoderme, dans les septums. Et la phase précoce, comme j'ai dit, c'est l'infiltrat neutrophilique sans vascularite. Donc là, regardez les septums. Vous voyez les septums? Regardez, il y a beaucoup. L'infiltrat est très important autour des septums. Regardez là. Les septums sont très élargis par l'infiltrat et l'œdème. Mais les lobules et les lobes graisseux sont intacts. Là encore, l'infiltrat est très important. Dans les lésions tardives, ça peut être difficile parce qu'on peut trouver des granulums et ça peut poser des problèmes de diagnostic différentiel, notamment avec la sarcoïdose ou la tuberculose. C'est pour ça qu'il est conseillé de faire de biopsier des lésions récentes. Et comme les malades font des lésions d'âge différents, on va leur demander au rénil. C'est très important. On va biopsier. Donc voilà. Alors, les causes, comme j'ai dit, sont multiples, infectieuses, générales inflammatoires, médicamenteuses et tumorales. La liste n'est absolument pas exhaustive. Prenez ce tableau, ça va, vous pouvez le garder, ça peut toujours servir. Alors regardez les infections. Toutes les infections peuvent donner un érythème noueux avec en gras streptococcus, yersinia, rickettsia. Ce n'est pas classé par l'ordre, c'est dans VRAC. Les infections virales toutes, y compris le VIH. Les mycoses et parasitoses aussi. Les affections générales, ça va de l'érythème noueux, des myquilles, jusqu'aux toutes les autres maladies. Takayasu, maladie de Still, toutes peuvent s'accompagner. Tu as cité le lupus. Funois lupus. Bravo. Oui, mais là, Tu l'as éliminé au début. oui, je l'ai éliminé parce que, bon, on peut avoir une association, mais il ne faut pas le rechercher. Pardon, pourquoi j'ai répondu oui? Parce que personne Oui, non, mais tu n'as pas vu l'énoncé. L'énoncé, c'était parmi ces étiologies, quelles sont les plus fréquentes. C'est fréquent. D'accord, donc c'était ciblé. Mais bien sûr que toutes peuvent donner. Médicaments, antibiotiques, œstrogènes, oméprazole, sulfanide. Donc vous voyez, la liste n'est pas exhaustive. Les affections malignes, Hodgkin, non-Hodgkinien, leucémie, cancer solide et divers, même une acné fulminance peut s'accompagner d'un érythème noueux. Mais c'est particulier. Oui, Mais aussi, la phase aiguë ou la phase surtout la phase aiguë, mais ça peut rester ça peut accompagner aussi les... L'hépatite C, Mais- maintenant il la considère comme une maladie du système et pas comme une maladie Tout à fait. Tout à fait. Même l'aigu peut s'accompagner au début, d'accord, juste après, parce que c'est réactionnel, c'est pas une infection, l'érythème noueux. Exactement. Donc on peut, oui, le corps peut réagir et on peut avoir aussi, en tout cas, toutes les infections évolutives. Alors les causes infectieuses, rapidement, les infections streptococciques, bêta-hémolytiques, juste pour dire qu'elles sont les plus fréquentes, 10 à 60% des érythèmes nouveaux, regardez cette gorge. Les infections orales, angine, mais aussi pharyngite, otite et tout ce que vous voulez. Le tableau, vous le connaissez. Alors, biologie, syndrome inflammatoire, ASLO positif, présence du streptocoque dans le prélèvement de gorge
quand le malade n'a pas été traité, évolution bonne sous traitement, je vais aller vite sur tout ce que vous savez. Alors le traitement, vous le connaissez très bien. Par contre, j'ai mis en rouge, et c'est ce que je veux que vous reteniez, si la dame ou l'enfant fait plus de 3 épisodes d'érythème noueux, c'est une indication à une antibioprophylaxie par la benzatine pénicilline, c'est-à-dire la pénita, enfin les pénicillines retard, toutes les deux semaines, pendant 2 ans, sauf s'il y a une allergie, auquel cas on passera au macrolide. 3 épisodes. Plus de 3 heures. C'est pas bon. Non, c'est pas beaucoup. Parce que 1 ou 2, on peut laisser. À partir du 3e, alors on ne peut plus permettre ça. Il faut traiter. Alors, il ne faut absolument pas oublier qu'on est dans le groupe des streptocoques bêta-hémolytiques, donc qui sont avec des souches néphritigènes. Et donc, pensez à vérifier, surtout chez l'enfant, s'il n'y a pas de séquelles cardiaques et rénales. Une protéinurie de 24 heures après 3 semaines est souhaitable dans ces cas-là, d'accord, pour ne pas passer à côté d'une glomérulonéphrite interstitielle post-streptococcique. Non, non. Il faut prouver que c'était l'étiologie streptococcique. Les protéinuries, ça coûte cher. C'est embêtant de rassembler, de recueillir les urines 3 jours de suite, tout le temps. C'est pas un petit prélèvement. Non, c'est la protéinurie des 24 heures qu'il faut faire, 3 jours de suite, comme le stipule le protocole. Et on ne le fait que si on a une étiologie streptococcique. C'est pas la peine de le faire ailleurs. Des fois, on ne trouve rien et s'il y a des signes de sinusite ou on n'hésite pas à faire un blandoscan, une panoramique dentaire pour un foyer dentaire. Donc cherchez large toutes les infections à streptocoque. La tuberculose, je passe très vite. Quand est-ce qu'on peut avoir un érythème noueux? Il est souvent contemporain de la primo-infection. D'accord? Bien entendu, notion de comptage, l'altération, fébricule vespérale qui traîne, des sueurs nocturnes. Des fois, on ne trouve rien du tout de tout ça, mais en général, l'érythème noueux est contemporain de la primo-infection. Et bien sûr, on va chercher la radio de poumon. On peut faire le quantiférence si les gens ont les moyens, si l'intradermo n'est pas flicténulaire et n'est pas concluante. On va chercher les ganglions et tout ce que vous savez en matière de tuberculose. Et le traitement est celui de la tuberculose, c'est-à-dire si c'est une primo-infection, une tuberculose TPM positif C2 et 4, extra-pulmonaire, le protocole que vous savez, si c'est une neuroméningée, c'est 9 mois de traitement, comme vous le savez. Donc voilà, ça c'est juste pour dire que le traitement est celui que vous connaissez pour la tuberculose, il n'y a rien de spécial parce qu'il y a un érythème noueux. La hersignose, surtout chez l'enfant, il y a toujours une phase prodromique chez l'enfant avec des signes digestifs, douleurs, syndrome pseudo-appendiculaire. À la phase d'état, diarrhée, bacillenchose, c'est 2 types de hersinia, l'entérocolitica chez l'adulte et le pseudotuberculose chez l'enfant et l'adolescent. Il faut faire les coproparasitaux. Des fois, ce n'est pas suffisant. Il faut faire les sérologies de Yersinia, qui se font facilement chez nous. Le traitement est basé sur la doxycycline, 200 mg par jour pendant 2 semaines, sauf chez l'enfant de moins de 8 ans. Donc là, il faut faire attention. À ce moment-là, vous pouvez lui donner du Bactrim, ou du Bactrim en général, ça marche, ou encore la ciprofloxacine. Les autres causes infectieuses, comme on a dit toutes, je vais passer rapidement, je ne vais pas reprendre. Même la grippe peut des fois s'accompagner d'érythème noueux. Rougeole chez l'enfant, les hépatites, on a dit ça. Alors, une petite mention spéciale en cas de VIH, la découverte de l'érythème noueux dans le VIH impose de faire un bilan exhaustif. On ne va pas s'arrêter au bilan initial parce qu'il peut s'agir d'une maladie, d'une infection opportuniste qu'il faudra rechercher. Il peut s'agir de maladies de Kaposi, de lymphome malin, de tout ce qui peut s'accompagner accompagner un VIH. Donc le bilan va être beaucoup plus lourd dans le contexte VIH et on ne va pas s'arrêter au petit bilan qu'on a fait tout à l'heure. Les autres causes, donc même le paludisme, la trypanosomiase, toutes les mycoses. Donc la liste, comme j'ai dit, est vraiment non exhaustive. Non, même profonde. La blastomycose, c'est une mycose profonde. La l'histoplasmose, c'est une mycose profonde. Superficielle, quand c'est étendu chez un immunodéprimé peut-être, mais en général, c'est plus les profondes. Mais regardez, on peut avoir des superficielles à trichophyton aussi, donc ce n'est pas exclu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le raisonnement doit se faire en fonction de notre épidémiologie. On est censé connaître ce qui se passe chez nous.
les maladies et les infections les plus fréquentes à rechercher et on va prioriser en fonction de notre contexte. Rapidement, les infections générales, pour dire que l'érythème noueux, quand il se voit dans le cadre de la sarcoïdose, il se voit dans le cadre du syndrome de Löfgren, qui est une triade. Adénopathie médiastinale, arthralgie et érythème noueux. D'accord? Et si on a des nodules autrement que le Löfgren, c'est probablement des nodules sarcoïdosiques et non pas un érythème noueux, et c'est un diagnostic différencié. Alors pourquoi c'est très important? Parce que le syndrome de Löfgren, comme vous le savez, c'est l'étiologie la plus fréquente, c'est la forme la plus fréquente chez la femme jeune, 10 à 20% des cas, et tout de ce dont on a besoin, une radio pour voir les adénopathies médiastinales, voir une TDM, et des dosages de l'enzyme de conversion et un bilan phosphocalcique. Pourquoi il est primordial de faire la part des choses entre un érythème noueux dans la sarcoïdose et des sarcoïdes? Parce que dans le Löfgren, dans 99% des cas, on ne traite pas. C'est l'abstention, c'est une forme bénigne de la sarcoïdose. Traitement symptomatique et contrôle radiologique régulier. D'accord? Alors que si on a d'autres formes de sarcoïdose, c'est une indication à la corticothérapie. Vous voyez pourquoi il est important de faire la part des choses? Donc je vous donne des choses très pratiques. Alors, quand est-ce qu'on peut, donc le CA en général élevé avec la calcémie, l'IDR est négatif dans la tuberculose, n'est-ce pas? Et le substratum anatomique en général, c'est le granulome et non pas une atteinte septale ou lobulaire. Donc c'est un granulome dermique et hypodermique. Et des fois, quand ça s'associe avec, on peut faire des glandes salivaires, la biopsie des glandes salivaires accessoires, les branches, les ganglions en fonction. Donc le traitement abstention générale dans ce syndrome-là. Au pire, corticothérapie à faible dose, si et seulement si une UVI est associée, une atteinte cutanée diffuse ou une atteinte pulmonaire sévère, mais en général, ce n'est pas le cas du Löfgren. La maladie de B7 peut s'accompagner dans 30 à 40% des cas de nouures qui correspondent à un véritable érythème noueux, avec toutes les caractéristiques à différencier d'une thrombophlébite superficielle du B7, comme on a dit tout à l'heure. Voilà une maladie de B7 avec un érythème noueux typique, quelques lésions. Non, ce n'est pas une vascularite. La vascularite, c'est autre chose. Si on a une vascularite, ce n'est pas un érythème noueux. Alors, le traitement dans le B7, repos, on peut donner de la colchicine, des fois la dizulone ou le thalidomide. Donc là, c'est le protocole de la maladie de B7 en fonction des autres atteintes du B7. L'érythème noueux ne dérange pas le traitement. Alors, les Mickey, bon, bien sûr, dès que vous avez une alternance diarrhée-constipation, il faut aller demander au gastro de voir ce qui se passe par une colonoscopie, par des examens, etc. Le traitement est celui de la poussée digestive. Donc l'érythème noueux ne dérange en aucun cas le traitement de la maladie. Alors une notion intéressante, même si c'est rare, mais je voulais vous en parler, les mastites granulomateuses, qui peuvent être impressionnantes et très inquiétantes, mais qui sont juste une inflammation granulomateuse bénigne qui va régresser, peuvent s'accompagner d'érythème noueux. Et les gens s'affolent parce qu'on pense tout de suite bien sûr au pire. Et là, il faut bien entendu faire l'échographie mammaire, la mammographie et la biopsie. On n'a pas le droit de ne pas les faire. Et on est rassuré quand il y a un érythème noueux parce qu'on se dit c'est probablement une mastite granulose. Enfin, on espère que c'est une mastite granulose, sachant que l'érythème noueux peut accompagner tous les cancers solitaires. La biopsie est très importante. Donc, mastite granulomateuse. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens en général règlent le problème. Peut-être une petite corticothérapie ou de la colchicine. Et dans certains cas, quand c'est un nodule vraiment limité, on peut l'enlever chirurgicalement. Les médicaments, rapidement, tous, mais une mention spéciale pour les AINS et l'aspirine. Les contraceptifs œstroprogestatifs, je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'il y a ces récepteurs aux œstroprogestatifs au niveau de l'hypoderme. Sulfamide, minocycline, la liste n'est vraiment pas... Même les vaccins peuvent donner, comme vous avez vu sur le tableau. Les néoplasies, là encore toutes, Hodgkin, non-Hodgkinien, le leucémie. La biopsie est systématique pour distinguer une localisation métastatique de l'hémopathie. Obligatoire si on a un contexte. Vous avez des blancs au plafond, à 30 000, 40 000, 50 000, ou hyperplaquétose, ou encore une bicytopénie, etc. Il faut faire attention et ne pas passer à côté du leucémie, par exemple. Alors, j'ai mis ici exceptionnellement les cancers viscéraux, mais il y a des cas décrits. Alors, les formes idiopathiques, je répète juste pour insister, donc elles existent partout.
Alors il y a une étude récente qui a confirmé la stabilité de ce diagnostic dans le temps, c'est-à-dire que même si au bout de 10 ans on répète le bilan, on ne trouve jamais rien. Donc ce n'est pas la peine. Si on répète 2 fois le bilan par exemple à quelques mois d'intervalle et qu'on ne trouve rien, on rassure la malade, on la met sous traitement symptomatique au long cours et puis on regarde de temps en temps, mais ce n'est pas la peine de faire des bilans trop répétés. Les antalgiques, les anti-inflammatoires, la colchicine, des fois même l'hydroxychloroquine ou l'iodure de potassium peuvent régler le problème. Alors le traitement de cet érythème noueux, comme on a vu dans les entités les plus fréquentes, il est symptomatique, il a comme but de raccourcir la durée d'évolution, soulager la malade, traiter l'étiologie, éviter les récidives, bien sûr en rassurant et en informant le malade. Alors, et le traitement symptomatique, quelle que soit l'étiologie, est obligatoire. Et le repos au lit, on le prescrit sur l'ordonnance pour lui donner toute son importance aux yeux des patients. Repos strict au lit. Là, repos strict au lit. Débrouillez-vous, mais repos strict au lit, parce que du moment où ils sont debout, ils restent debout, ils bougent, ils vont aggraver et prolonger la durée des lésions. Arrêt de travail, bien sûr, si quelqu'un travaille. Contention veineuse recommandée s'il y a beaucoup d'œdème. Et puis l'hospitalisation en fonction du terrain, de ce qu'on a suspecté, ou si la forme est sévère, pour soulager la patiente. Alors, au cours de la phase algique, on peut associer des antalgiques simples et on va aller par paliers. Des fois, le paracétamol suffit et on s'arrête là. Des fois, on a besoin d'acide acétylsalicylé. Et les INS, pardon, on est où? C'est ça? Voilà. Alors, et les INS, on va les garder seulement pour les formes très inflammatoires ou les formes très algiques. Et la prescription peut durer en moyenne 10 jours en général. Après, tout rentre dans l'ordre. Alors, je n'ai pas écrit sur le tableau, mais on a tendance souvent à conseiller des pansements alcoolisés. Bien sûr, de l'alcool médical dilué avec du sérum pour ne pas brûler la peau. Et dilué avec du sérum salé, ça soulage et ça aide. C'est une vieille méthode, mais qui peut aider. On continue à le faire. S'il te plaît, les INS, parce qu'on parle de plus en plus des complications des INS dans les affections cutanées. Tout à fait. Les fasciites, nécrosantes, Tout à fait. etc. Est-ce que, justement, c'est sage de les prescrire? Absolument, parce que ce n'est pas une infection, l'érythème noueux. Vous êtes... pas des inflammations. Ah non. Hier, tu n'étais pas avec nous dans la séance de la corticothérapie, je l'ai répété au moins 5 fois. Les anti-inflammatoires, les corticoïdes sont strictement contre-indiqués en matière d'infection cutanée ou des tissus mous. Strictement contre-indiqués. Là, on ne traite pas l'inflammation, les corticoïdes, on les donne quand on a une étiologie, une maladie corticosensible. On n'est pas là pour faire le pompier, on est là pour traiter rationnellement les malades. Alors les anti-inflammatoires les plus utilisés en matière et qui sont très bien supportés, c'est essentiellement l'indométacine. D'accord? Le plus ancien, le plus très bien supporté, ça donne vraiment de bons résultats. Des fois on donne le naproxène. Mais l'indométacine peut très bien régler le problème avec des pansements alcoolisés, un peu de paracétamol. Non, l'ibuprofène, non, on ne le donne pas en matière directement. Donc voilà. Après, dans les formes sévères où les antalgiques et les INS ne marchent pas, on peut donner soit la dapsone quand il n'y a pas d'anémie et quand il n'y a pas de déficit en J6PD, s'il vous plaît. Si vous voulez donner la dapsone, posez la question pour éliminer un syndrome, un déficit. Si c'est un enfant, il faut faire obligatoirement le dosage du J6PD. Chez un adulte, il a comme ça, il n'y a pas de souci. Faites le dosage avant de donner. Sinon, on peut donner la colchicine, là encore, 1 mg par jour, peut donner satisfaction quand les INS ont échoué ou en cas de contre-indication, par exemple un ulcère gastro-duodénal évolutif, etc. L'iodure de potassium, avant on les donnait, aujourd'hui on les donne pas du tout en tout cas chez nous au CHU on les donne pas, mais bon éventuellement. Et puis dans les formes communes, le recours à la corticothérapie générale n'est absolument pas justifié. Des fois ça nous arrive, mais quand? Si j'ai une sarcoïdose, et vous imaginez vous donner une corticothérapie alors que c'est une tuberculose sous-jacente, vous allez donner un coup de fouet à la tuberculose ou une hépatite virale. Donc non. La durée de colchicine. C'est en fonction de l'évolution. Dès que la malade est soulagée, on arrête le traitement. Il n'y a pas de problème de sevrage, on peut arrêter à tout moment.
Donc, si je veux conclure ce chapitre avec cette étude pratique, Une petite corticothérapie de courte durée, quand même, on peut Non. se la permettre. Non. Pas du tout. Même bon, certaines formes, si c'est une sarcoïdose avec une forme sévère, éventuellement, mais sinon, c'est pas grave. INS, paracétamol, colchicine, pansement alcoolisé, repos au lit, et ça règle le problème dans 99,99%. Si quelqu'un a besoin d'une corticothérapie, c'est qu'il doit être hospitalisé et que l'étiologie doit être connue. Alors, j'espère avoir fait le tour de manière pratique sur l'érythème noueux, que je vous ai apporté des éléments pour votre exercice au quotidien. Donc je rappelle, n'oubliez jamais cet aspect hypodermique nodulaire aigu, parce que si c'est chronique, ce n'est pas ça. La pathologie est mal connue. Le diagnostic, comme vous voyez, est facile si on fait attention à ces petites caractéristiques sémiologiques. Le bilan initial minimaliste et le reste est orienté par la clinique. Et puis, on va chercher d'abord le strepto, d'abord la tuberculose, la sarcoïdose, un contexte de maladie de B7, par exemple une uvéite, ou là, une pseudofolliculite, ou autre chose. Et puis, n'oubliez pas que ce n'est pas la peine de vous acharner si au bout de 2 fois, vous n'avez rien trouvé. Il n'est pas la peine de répéter chaque mois les bilans, ça ne sert à rien. Il y a des formes idiopathiques et le traitement symptomatique règle le problème dans la majorité des cas. Je vous remercie.